Bienvenue à tous et je suis ravie de pouvoir vous parler de mon livre, donc Réussir sa transition écologique. Et l'idée, c'est quoi? C'est de vous montrer quelques graphiques clés pour vous parler de pourquoi on ne se comprend pas sur l'écologie ou pourquoi on en parle beaucoup, mais finalement, c'est pas si clair. Le premier schéma, c'est celui que j'ai posté là, ces fameux verres à moitié vide, à moitié plein. Et en fait, il y a plein de façons de voir ce verre. Et c'est aussi pour ça que il y a beaucoup de conflits ou beaucoup d'incompréhension sur ce sujet de l'écologie, puisque on ne voit pas tous le verre de la même manière. Et on va regarder ça dans le détail. Donc, je vous présente tous les verres et après, on fait une pause question. Les climato-sceptiques, on en a beaucoup, un peu partout. En tout cas, c'est ceux qui pensent qu'il n'y a pas de problème sur la planète et que tout va bien, et qui pensent qu'il y a toujours eu des changements et que l'homme n'est pas responsable. Alors, il y a eu différentes versions quand même sur les climato-sceptiques. Il y a eu la version « il n'y a pas de changement climatique », tout va bien. Aujourd'hui, ils sont un petit peu revenus parce que vu les chiffres, euh, clairement, ils disent qu'il y a des changements climatiques, mais que ce n'est pas forcément l'homme responsable. Donc, en gros, je dis que le verre est à moitié plein ou à moitié vide, mais ce n'est pas ma faute. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Évidemment, c'est un raccourci. Mais ce qui est important de comprendre derrière cette notion de verre, c'est qu'il y a d'autres acteurs qui vont voir le verre d'une autre manière. Et par exemple, les gens qui hésitent. Donc, ils voient bien qu'il y a un problème sur la planète, sur la dégradation de la forêt, sur la biodiversité, sur le climat. Mais finalement, on n'est pas si sûr du niveau d'atteinte de la planète. Donc, du coup, quelque part, les personnes qui hésitent, c'est juste qu'ils se posent la question de est-ce que finalement, euh, la planète est vraiment très dégradée ou est-ce que c'est si grave? Est-ce qu'on doit agir ou pas? Donc, vous voyez que par rapport à l'écologie, il y a aussi ce positionnement-là. Et ils sont tous respectables, chacun le sien. Mais c'est important de comprendre que il y en a qui ne voient pas la planète, en fait. C'est ce que j'ai appelé les négationnistes, les économistes. Bon, s'il y a des économistes dans la salle, vous allez peut-être moins apprécier. Mais en gros, c'est quoi l'idée? C'est que ceux qui sont basés uniquement sur l'argent, l'économie et la rentabilité court terme, ils ne se posent pas la question. Ils se disent quoi, les problèmes de ressources planétaires, il n'y a pas de problème, c'est la loi du marché, l'offre et la demande, il y aura une régulation économique, on s'occupe de tout, circuler, il n'y a rien à voir. Il n'y a pas de problème de climat, il n'y a pas de problème de désertification, tout va bien. Ça, c'était pour les négationnistes. Après, vous avez une autre version sur ces problématiques écologiques, c'est les technoscientistes. Vous voyez, ceux-là, ils pensent qu'en fait, oui, il y a un problème, mais euh, que la planète et les dégradations planétaires, on arrivera à les résoudre avec de la technique, avec de l'innovation, avec de la technologie, et que tout va se résoudre quelque part grâce à la science. Donc c'est qu'il y a quelque chose de magique qui n'existe pas encore, mais qui se base sur l'intelligence humaine pour résoudre le problème. Donc c'est une autre version du problème. J'admets qu'il y a un problème sur la planète, mais on va trouver une solution. Et sur les sujets écologiques, il y a aussi les défaitistes. Vous en avez sûrement entendu quelques-uns qui en parlaient, c'est qui constatent que les dégâts sont trop importants, que les ressources consommées ou la diversité qui disparaît, c'est dramatique et que du coup, par rapport à ça, on ne peut plus rien faire et que c'est trop tard. C'est plutôt des gens qui sont, pour le coup, dans la version, comment je vais dire ça, un peu déprimés face à l'ampleur des catastrophes écologiques. C'est parfois des alarmistes aussi qui tirent les sonnettes d'alarme pour dire il est urgent de faire quelque chose, on détruit notre planète et on doit agir. Vous entendez bien qu'à travers tous les discours que je vous présente sur le verre, ben, chacun a un prisme de regard sur cette réalité. Et chacun ne voit pas la même chose. Vous avez aussi plutôt les écolo-actifs, vous savez, ceux qui sont plutôt pour les petits pas et qui vont vous dire ben, chaque goutte d'eau compte, c'est l'approche du colibri de Pierre Rabhi. L'important, c'est qu'on se mobilise tous et qu'on agisse, que chaque petit pas compte, chaque petite goutte d'eau compte pour préserver, protéger, restaurer la planète. Donc ça, c'est aussi une autre façon de voir le sujet planétaire mondial. Et puis, vous avez sûrement entendu parler des collapsologues. Les collapsologues, collapse, c'est effondrement. Donc effondrement, c'est de se dire, aujourd'hui, on a déjà tellement dégradé la planète que ce qui va se passer, c'est l'effondrement planétaire. Donc, vous voyez que le verre, il se vide drastiquement. Donc, sauf que ceux-là sont très attaqués parce que la notion d'effondrement, je vous invite à lire Jared Diamond si vous ne connaissez pas, son livre s'appelle Effondrement, elle est très difficilement entendable parce qu'elle est très anxiogène.
Les collapsologues sont aussi parfois très critiqués, très durement attaqués, mais c'est une autre façon de voir ce problème de qu'est-ce qui se passe sur la planète actuellement au regard des enjeux. Du coup, en gros, en résumé, ce que j'avais envie de vous dire, la première approche sur l'écologie et ce qui se passe actuellement sur la planète, c'est qu'il y a un sujet, on commence à quand même admettre que l'homme a un vrai impact, c'est pour ça que j'ai dessiné la planète où il y a une partie qui est déjà rognée. Il y a un vrai sujet, mais on ne voit pas tous de la même manière. Alors du coup, je vais regarder et je vais vous proposer de faire une petite pause question, si vous le souhaitez. Alors, défaitiste égale résigné, je vois. Eh bien, c'est une bonne question. Est-ce que défaitiste égale résigné? Peut-être, parce que derrière défaitiste, il y a est-ce qu'on peut encore agir? Et c'est une vague de tristesse et je vais vous le présenter juste après avec la courbe de changement. Défaitiste, c'est vraiment, je me sens submergée par l'immensité en fait des enjeux et du coup, je ne sais pas quoi faire. Donc, effectivement, défaitiste est peut-être résigné. A-t-on une idée des proportions des différentes catégories? Merci pour cette question. Alors, c'est difficile à juger parce que j'ai fait un sondage justement dans mon livre. J'avais interrogé plein de gens sur Internet pour avoir leur positionnement. Et donc, du coup, ça dépend qui répond, mais on peut être défaitiste, par exemple, par rapport au plastique sur la planète, sur le fait qu'on a déjà un océan bourré de microplastiques et être complètement, on va dire, euh, submergé par le problème et se sentir incompétent pour agir, parce que le plastique est partout dans nos vies. Et par contre, optimiste sur la préservation de la biodiversité à côté de chez soi, ou sur le changement énergétique, ou sur le fait d'utiliser plus les modes de transport doux pour se déplacer. Donc en fait, ce qui apparaît sur cette notion d'écologie, c'est pas juste l'écologie, c'est que votre mode de transport ou d'alimentation, vous pouvez être très engagé, par exemple, sur manger local, manger bio, manger sain, et donc être très écolo sur ce domaine ou sur le domaine santé. Et puis, beaucoup moins, et prendre l'avion, par exemple, parce que, bah oui, voyager, ça a quand même un intérêt, plaisir. Et donc, il y a toujours cet équilibre-là à voir, c'est-à-dire qu'on peut être défaitiste dans un camp et optimiste dans un autre, ou défaitiste sur ce qui va se passer pour les enjeux climatiques, et pourtant être optimiste sur les réseaux humains, la résilience territoriale et le fait qu'on peut s'unir pour avancer et faire bouger les territoires. Donc voilà, il y a pas, c'est pas blanc ou noir. J'ai l'impression que chacun a une petite mosaïque avec une façon différente de voir les choses. Donc on peut passer effectivement de différentes étapes, être hésitant sur certains sujets, puis finalement évoluer. Donc quel regard propose ton livre? Quelles actions? Alors, j'ai pas prévu de parler des chapitres d'action, mais je vais avancer. Effectivement, ça dépend complètement de l'environnement, du contexte, et c'est vraiment fluctuant. Même un même individu, j'ai pu être moi-même défaitiste, c'est-à-dire que j'ai fait pendant 15 ans des confs pour parler d'éco-responsabilité, Agis font tous, vous voyez, je faisais mon petit colibri là, et il y a des fois je ressortais de la salle en me disant, s'il y en a un qui fait quelque chose ce soir, j'aurais pas perdu ma journée. Et du coup, tu te dis, est-ce que je suis efficace quoi, avec ma petite goutte d'eau là, avec mes petites conférences? Donc du coup, j'ai écrit ce bouquin aussi pour vous dire que chacun à son niveau, chacun sur les domaines qui nous intéressent, on peut agir. C'est aussi remettre ce pouvoir d'action plutôt que d'être défaitiste et triste. Et comme je vois plein de questions là-dessus, je vous propose d'effectivement avancer sur le schéma et de vous montrer ça. Et après, j'essaie de revenir sur les questions. Et donc, pour moi, le livre n'est pas une somme de constats. Enfin, il y a les constats au début. Et ensuite, il y a, si vous voulez être influenceur, les clés. J'ai aujourd'hui prévu de vous parler, parce qu'on a quand même qu'une heure ensemble, que du premier chapitre. Je me suis dit, on va déjà faire un premier webinaire. Et si vous êtes demandeur, on en fera un deuxième sur les chapitres suivants, bien évidemment. Finalement, comme il y a chacun sa réalité, si vous voulez bouger les gens autour de vous, c'est première étape, admettez qu'on ne voit pas tous le verre de la même manière et que, en tout cas, il est sûr que le verre n'est pas rempli et qu'on a un sujet planétaire. Alors, je l'ai intitulé « Difficile de regarder plus loin que le bout de son nez ». Parce que l'être humain est un être qui se pense rationnel, mais qui finalement est assez irrationnel dans plein de ses décisions. Et avoir une vision long terme, future, alors qu'on est pris dans le quotidien, dans les difficultés, dans l'actuel, c'est pas si simple. Donc se projeter à 2050 pour voir quelle va être l'évolution du niveau de la mer, voir comment ça va se passer, certains y arrivent très bien et d'autres
sont plutôt bloqués dans le quotidien. Ou même sur l'aménagement du territoire, on s'aperçoit de ça. C'est qu'avoir une vision prospective long terme, c'est plus facile à dire qu'à réellement faire dans les choix parce qu'on est pris tous par les contraintes du quotidien. Et puis l'autre point, c'est intérêt individuel, intérêt collectif. Vous le voyez beaucoup avec les États-Unis qui déclarent le niveau de vie des Américains n'est pas négociable, c'est mon intérêt individuel de consommer, d'être libre, de rouler en 4x4 ou en Hummer si je veux, n'est pas discutable. Donc du coup, les enjeux d'écologie et d'évolution, de transition supposent que l'être humain est capable de se projeter dans le temps pour se dire qu'est-ce que je laisse aux générations futures, dans quel état je laisse la planète pour les enfants et les jeunes actuellement, et comment je me contrains, ou comment je regarde différemment mon intérêt individuel au regard de l'intérêt plus global et collectif. Et derrière ça, il y a fin du mois et fin du monde aussi. C'est-à-dire que ceux qui ont du mal, qui sont dans des difficultés sociales, économiques ou même sanitaires actuellement, fortes, comment ils peuvent penser le futur alors qu'ils n'arrivent déjà pas à finir le mois. Donc le sujet, il est aussi ça. Et ça, malheureusement, je ne vais pas trop détailler, mais il y a quand même beaucoup de biais derrière, biais cognitifs, en fait, de raccourcis cérébraux qui font que quand on regarde la globalité des enjeux, le climat se dégrade, il y a du plastique partout, il y a de la pollution, les quantités de pétrole diminuent. Enfin, si je prends toutes les informations anxiogènes, je peux avoir le sentiment d'impuissance totale. Moi, citoyen, à mon échelle, je ne peux rien faire. Et je l'entendais souvent quand je faisais des conférences. C'est oui, mais nous, la France, ou même nous, petite collectivité, que voulez-vous qu'on fasse face à la Chine qui pollue, ou face à l'Inde, ou face aux États-Unis? Et donc, du coup, vous voyez, c'est à quoi ça sert que je fasse mon colibri si les autres ne le font pas? Et du coup, on se retrouve dans un sentiment de perte de contrôle, que mon action ne sert à rien, du coup, je ne le fais pas. Donc, il y a plein de raisons, finalement, de ne pas agir. Même si on croit qu'il y a un enjeu écologique, il y a 70% des gens qui se déclarent sensibles à ce thème. Et pourtant, quand on regarde les actions, il y a un gros décalage. C'est ça qui m'a intéressée de comprendre. Il vient d'où ce décalage? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, on va regarder ça en détail. Hop. Vivre un changement. Transition écologique égale changement. Passer d'un état à un autre, passer d'une croissance infinie, ou qu'on croyait infinie, à une autre façon de penser la consommation mondiale, une autre façon de penser les liens aux humains et les liens aussi à la nature, à la planète. On est un peu déconnecté parfois de la nature. C'est un vrai sujet. Mais il y a plein de façons de le vivre. Donc, je vous ai mis quelques petits schémas, mais je vais surtout vous montrer la courbe de Kubler-Ross, qui est la courbe classique du changement, que j'ai un peu tournée. Je vous montre après. Donc, en fait, face au sujet, il y a plein de gens qui sont dans le déni. C'est-à-dire, non, il n'y a pas de problème, continuons à exploiter le gaz de schiste et continuons à surexploiter les ressources et tout ira bien, je ne vois pas le problème. Et vous avez aussi des gens qui sont en colère, qui sont pas d'accord en fait avec le fait qu'on réduise les consommations, on demande de faire des efforts pour moins polluer. Il y a des gens qui marchandent, il y a des gens qui hésitent, on parlait tout à l'heure des hésitants, il y a des gens qui sont tristes. Je vois aussi beaucoup de gens qui sont parents qui se disent mais dans quel monde on vit et quel monde je laisse à mes enfants, voire qui sont défaitistes, comme on l'évoquait tout à l'heure, ce serait plutôt celui-là. Genre, je vois pas ce que je peux faire. Moi, à mon échelle, je me sens prisonnier d'un système mondial et c'est où les clés, quoi? Je suis perdue, quoi. Puis bon, il y a des gens qui passent à l'action. Il y a plein d'associations, plein de groupements qui concrètement, sur le terrain, replantent de la mangrove ou essaient de refaire pousser le corail ou essaient de protéger les choses ou essaient de vivre autrement aussi. Il y a des communautés qui s'organisent. Donc, il y a un peu de tout. Je n'ai pas les pourcentages sur qui est où. Je dirais quand même que, vous voyez, du côté droite de la courbe, ceux qui agissent, ce n'est pas la majorité, on est d'accord. Et ça fait 40, 50 ans, 60 ans qu'on en parle. Donc le sujet, il date pas d'aujourd'hui. Mais le déni est très persistant parfois. Alors cette courbe, je l'ai un petit peu modifiée pour vous montrer ça. Donc ce que vous voyez à gauche, là, c'est les gens qui sont plutôt opposés à la transition écologique. Ce que vous voyez du côté vert, et je suppose qu'une partie d'entre vous est plutôt de ce côté-là, c'est déjà des gens qui sont favorables à la transition écologique, qui ont conscience des enjeux, parce que ceux qui sont là, en fait, ils n'ont pas conscience. Quand on est dans le déni, on est complètement dans le refus de l'information. Il n'y a pas de problème, je continue. Ou voir, je comprends, mais je ne veux pas. C'est-à-dire que moi, je vis bien, je ne veux pas qu'on me change mes habitudes et mes façons de vivre. Et donc, du coup,
Là, c'est une première façon d'orienter les choses et je vous le montre avec l'action et l'inaction. Donc, quand on est opposé, euh, on peut être dans l'inaction totale, c'est-à-dire, bah, je ne vois pas le sujet, j'agis pas, je continue comme avant et surtout, rien ne change. Il y en a beaucoup, hein, sérieusement, mais pour plein de raisons. Et on n'est pas là pour juger qui que ce soit, ou juste vous faire un constat de où peut être la répartition de la population sur ce sujet. Vous avez beaucoup qui sont en colère ou en marchandage. Genre, il est impossible qu'on refuse l'accès aux villes, aux voitures, ou qu'on limite la vitesse sur les autoroutes parce que ça serait atteindre à mes libertés. Et diminuer le CO2, c'est pas mon sujet. Donc vous voyez que là, soit on est dans le marchandage, soit on est dans la colère, mais en gros, je passe à l'action pour m'opposer à ce que vous proposez. Et puis, vous voyez, après, il y a les hésitants, il pile au milieu. Il se dit, est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre, est-ce que j'ai tous les éléments pour décider? Mais surtout, agir, pas agir, je vais par où, je fais quoi? Et donc, on est d'accord que ce n'est pas forcément linéaire. On peut être passé d'hésitant à expérimentation directe, où on peut expérimenter, s'apercevoir que ça ne marche pas et retomber dans la tristesse. Malheureusement, derrière cette courbe, tous les chemins sont possibles sur tous les sujets possibles. Alors, pour ceux qui sont là, c'est plutôt des gens qui ont constaté, qui essaient de faire des choses. Et peut-être c'est votre cas. Si vous êtes moteur, mobilisé, ou si ce sujet vous touche et que vous voyez que rien ne change, ou en tout cas, on consomme toujours plus de pétrole, on rejette toujours plus de plastique dans la mer, on produit toujours plus de déchets, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, rien ne s'arrange vraiment. Alors, du coup, peut-être que vous êtes dans une phase de tristesse, résignation. Ce livre est aussi pour vous, pour dire, bon, comment on regarde les choses et comment on se dit, ok, quelles sont les actions à ma mesure, qu'est-ce que je peux faire pour au moins être en cohérence entre ce que je pense, mes valeurs, et ce que je fais au quotidien. Cette histoire de cohérence, elle est super importante, en fait, parce que si on se sent défaitiste et résigné, c'est qu'on a l'impression que quoi qu'on fasse, ça n'a pas d'importance, ou ça ne fait pas bouger les choses. Et pour moi, une partie des défaitistes ou des résignés ou des tristes, c'est des gens qui se disent, je comprends que l'enjeu, il est crucial, qu'on est à un tournant de l'humanité, et j'ai pas l'impression d'avoir les leviers d'action. J'ai l'impression que on va dans le gouffre et que je peux rien y faire. Donc c'est ça qui fait qu'on peut se sentir résigné, et c'est important de le comprendre. Donc ce que je schéma, c'est aussi pour vous dire ça. Soyons pas résignés. Décidons que si vous êtes favorable et vous avez conscience de ces enjeux, regardons comment ensemble on peut expérimenter, faire quelque chose à son niveau qui aille dans le bon sens. Du coup, je vais faire une petite pause pour voir s'il y a des nouvelles questions. Il y a beaucoup de micro-actions, oui, complètement Bruno. Chaque petite goutte d'eau, c'est le petit colibri de tout à l'heure, et bienvenue. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas vraiment pris conscience, je suis complètement d'accord. Sur l'autre côté, ou alors qu'ils ont pris conscience, mais comme ça va à l'inverse de leur intérêt économique ou de leur intérêt personnel, ils s'opposent, ou ils marchandent, ou ils négocient du temps. Vous voyez, par rapport aux néonicotinoïdes, on s'aperçoit qu'il y a une loi qui est prise, et puis il y a eu du marchandage entre deux. Ah ben non, nos betteraves sont en train d'aller mal, il faut remettre des insecticides qui sont clairement, gravement porteurs d'atteinte aux insectes, quoi. Donc, oui, je pense qu'il y a une partie importante de l'humanité qui est du côté gauche du graphique. Beaucoup sont prêts à agir, mais l'absence de cohérence et d'accompagnement renforce la perte de sens. Oui, c'est aussi pour ça que je parle de sens, et on va avancer dans les schémas, parce que si on sait pourquoi on agit, du coup, c'est beaucoup plus facile de se dire, même ma petite action a un sens, parce qu'elle a un sens pour moi. Ma goutte d'eau, c'est ma goutte d'eau. Moi, je sais que ce que je fais est en cohérence avec qui je suis. Du coup, je me sens mieux d'ailleurs avec qui je suis si je fais quelque chose qui me parle. Alors, à l'instar des profils optimistes des fétiches, j'imagine, on les trouve à différents endroits de la courbe. Effectivement, Corinne, alors du coup, je vais représenter la courbe et on va avancer avec ça. On peut avoir des optimistes en colère, c'est-à-dire, je vais prendre Trump, c'est un peu facile, mais bon, vous me permettrez. Je peux être super optimiste sur le fait que le gaz de schiste, c'est l'avenir, et que je suis très, très contre les écolos qui m'interdisent d'ouvrir des puits ou de polluer les nappes phréatiques, parce que franchement, l'avenir, c'est l'indépendance énergétique des États-Unis. Donc, je suis très optimiste, tout va bien se passer. Et par exemple, les technoscientistes dont on parlait tout à l'heure sont plutôt dans le marchandage.
attendons, la technologie avance et ça va bien se passer. Je suis très optimiste sur le fait que l'homme va trouver une solution technique à tout le problème qu'il a mis depuis 150 ans. Mais là, dans les années qui arrivent, là, on va y arriver facilement. Donc ça, c'est hyper optimiste et d'ailleurs, c'est très critiqué, même dans le Grenelle de l'environnement, qui est la loi qui a quand même fait évoluer les choses en France. C'est écrit dans l'introduction que la confiance aveugle dans la correction spontanée de la nature ou dans la technologie ne peut plus sérieusement être revendiquée. Donc vous voyez que là, on est dans un optimisme BA de la surpuissance de l'homme à régler les problèmes. Et puis, on peut être là, on est dans le déni, donc c'est trop violent pour moi, je ne l'entends pas. Et on peut être pessimiste. Là, on est plutôt pessimiste, hein, comme vous l'avez compris. Et d'ailleurs, quand on est dans l'inaction, on est plutôt pessimiste. Quand on est optimiste, c'est là où on peut se repasser à l'action. Donc, peut-être qu'une des clés pour aller sur ce que disait Corinne, c'est ça. C'est rendons-nous optimistes ensemble pour faire des choses à notre niveau ou se mettre en réseau et en parler. Où se trouvent les égoïstes? Merci Philippe de cette question. Les égoïstes. Alors à mon avis, ils peuvent se trouver partout et on peut tous être égoïstes sur certains sujets. Donc on va au moins se dire ça à soi-même, hein, on est d'accord? Et, et du coup, l'égoïste, c'est celui qui voit d'abord ses intérêts et qui ne veut pas voir l'intérêt des autres. Mais on voit tous d'abord nos intérêts, il faut quand même qu'on soit lucide avec nous-mêmes. Mais l'égoïste, lui, il ne veut pas entendre du tout les intérêts des autres. Donc je dirais que là, il y a beaucoup qui sont dans la colère, dans le refus. Et ça peut être dans le déni, mais pas forcément, parce qu'on peut être dans le déni sans être égoïste. Juste, je ne vois pas les choses. Et voilà. Voilà pour cette réponse. Est-ce aussi une prise de conscience, une évolution entre déni, hésitation, tristesse et action? Là aussi, il y a des transitions. Oui, Emma, absolument. Il y a des évolutions à faire entre chaque étape, clairement, et je suis complètement d'accord. Et c'est aussi pour ça que je parle, que je fais ce webinaire, que je fais ce livre. C'est parlons-en. Où est-ce qu'on est bloqués les uns et les autres? Comment on peut s'entraider? Parce que finalement, je crois beaucoup au remettre du lien entre les humains pour avancer ensemble. Jean-Lionel, où est le développement durable? Ah, Jean-Lionel. Effectivement, on se connaît depuis longtemps avec Jean-Lionel. J'ai fait un doctorat sur pédagogie et développement durable. Et donc, du coup, je me suis un petit peu détachée du développement durable. Donc, je suis obligée de refaire l'histoire, mais allons-y. Je parle d'écologie maintenant. Pourquoi? Parce que développement durable, derrière développement, c'était le thème de mon doctorat, donc je n'avais pas le droit de le changer, hein, soyons clairs. Mais derrière développement durable, il y avait cette idée qu'on peut continuer à se développer durablement, c'est-à-dire à consommer beaucoup de ressources planétaires, sans se poser de questions, et en pensant que ça pourrait être durable. Clairement, aujourd'hui, les points de non-retour sont passés. Enfin, pour ceux qui ont lu le Club de Rome à l'époque, qui alertait déjà au regard de l'évolution de la population mondiale, du nombre d'habitants, des consommations, il y aura un crash. Donc aujourd'hui, clairement, les données scientifiques sont claires. On vit sur une planète avec des dimensions finies et on surconsomme, c'est-à-dire qu'on consomme plus chaque année que ce que la planète peut renouveler. Ça, c'est la notion d'empreinte écologique, si vous connaissez ça. Donc, penser qu'on va pouvoir continuer à se développer et que ça va durer, c'est ne pas comprendre les lois de base de la physique. Donc, oui, je n'utilise plus le terme développement durable et merci Jean-Lionel pour ce clin d'œil. Je vois des évolutions dans le monde des transports, la techno, des actions pour influencer les comportements. Alors oui, j'en parle aussi dans le livre, c'est plutôt lié à l'influence sur les comportements, donc je vais garder cette question dans un coin, Bruno, et j'en reparle vers la fin. Du coup, qu'est-ce qui fait qu'on passe à l'action ou qu'on ne passe pas à l'action? Donc, un individu qui passe à l'action, c'est quelqu'un qui finalement a une vraie motivation environnementale, et on est d'accord qu'il y en a tout un tas de gens qui n'en ont pas, mais qui en plus le connecte à son pourquoi. Pourquoi je décide de ne pas avoir de voiture? Pourquoi je décide de finalement aller au travail en vélo maintenant? Et parce que si le pourquoi, si j'ai juste oui, c'est bien l'écologie, mais que je ne sais pas pourquoi je le fais, il y a beaucoup de gens dans mon questionnaire qui ont répondu que au moment de passer à l'action, finalement, j'avais la motivation, mais ça ne se transforme pas en action. Pourquoi? Parce qu'il y a des coûts. On va être clair, des coûts, c'est pas que financier, c'est des coûts psychologiques, c'est des coûts plaisir, l'achat compulsif, les freins divers et variés, c'est-à-dire que j'ai envie de trier mes déchets, mais finalement, j'ai pas de poubelle, alors du coup, c'est un peu galère, du coup, je mets tout dans la même. Enfin, tout le monde m'a répondu tout un tas de choses très sincèrement, hein. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir qu'est-ce qui fait que, même si je crois que c'est important de trier mes déchets, au final, je le fais pas.
Et donc, je trouve que c'est passionnant de regarder l'humain entre ce qu'il croit, ce qu'il voudrait, ce qu'il fait réellement, et tout cet environnement-là est super passionnant. Donc, ça, c'est le chapitre où je détaille pourquoi on fait ou pourquoi on ne fait pas. Et donc, du coup, tout ça pour vous dire quoi? Ben, vous pouvez avoir un coût qui est très élevé parce que, je vais prendre un exemple concret, vous aimez voyager et du coup, le coût de ne plus prendre l'avion, il est énorme parce que le plaisir que vous perdez à ça, il est trop important. Même si vous avez une motivation environnementale forte, si le coût est équivalent, en fait, ce que j'ai mesuré avec les stats que j'ai fait, c'est qu'en gros, si vous voyez autant de freins que que de motivation, vous allez pas faire l'action. Il faut vraiment que la motivation soit genre 2 fois plus grosse que les freins et donc qu'elle soit renforcée par un sens, une, une connexion profonde à vos valeurs pour vraiment passer à l'action. Parce que consommer moins, consommer différent, perdre du temps pour faire le petit marché, les biocoop, les producteurs locaux, c'est aussi une contrainte de temps, il faut le réaliser. Et donc du coup, ça nécessite un engagement et savoir pourquoi je le fais. Et si je le fais parce que je veux soutenir le commerce local, et d'ailleurs, c'est assez intéressant ce qui se passe aujourd'hui avec la Covid. Et c'est hyper intéressant de voir que euh, finalement, les gens sont très attachés à maintenir le commerce ou la proximité ou l'emploi local. Donc, le pourquoi, pour de nombreuses personnes, c'est je soutiens mon petit commerçant à côté. Et du coup, c'est pour ça que je vais dans 3 boutiques plutôt que dans le gros supermarché parce que je veux soutenir l'activité localement. Et ça, c'est souvent une source de motivation. Il y en a plein d'autres. Hein. Là, je vous donne quelques exemples comme ça, mais il y a à creuser. Et j'ai envie de dire, sur l'alimentation et les déchets, ça n'a juste rien à voir. Sur l'énergie et les transports, c'est pas les mêmes motivations, c'est pas les mêmes coûts. Et du coup, je peux avoir des gens qui sont très engagés, par exemple, sur les choix alimentaires et sur les achats, et pas du tout sur les transports, parce qu'ils ont choisi de vivre en campagne, par exemple, et du coup, avoir, je sais pas, 30 km à faire pour aller au travail tous les jours. Mais par contre, ils ont choisi cette qualité de vie et la qualité d'être dans la nature, et c'est important pour eux. Donc, du coup, l'impact sur les transports, le coût de vivre en ville ou d'avoir moins de transport n'est pas acceptable. Donc, du coup, je choisis de vivre en campagne et d'utiliser ma voiture. Et à l'inverse, il y a des gens qui font le choix inverse, c'est-à-dire qui voient que ils ne veulent pas avoir une contribution carbone trop élevée, donc ils décident de moins prendre la voiture ou de ne plus la prendre, de ne pas prendre l'avion. Il y en a beaucoup qui s'engagent de plus en plus. Et là, c'est d'autres motivations qui font que ce coût-là, on peut le dépasser parce que ma motivation est supérieure au coût, au frein que j'aurai. La suite, c'est les grands chapitres, en fait, peut-être qu'avant de vous présenter ça, il y a des questions que je n'ai pas vues. Ah oui, ouh là là, j'ai raté plein de questions. Donc, avant de parler de comment j'ai structuré le livre et qu'est-ce que vous allez pouvoir y trouver, je vais quand même essayer de répondre aux questions. Est-ce que les générations Y sont plus sensibles? Merci Philippe de cette question. Alors, c'est difficile à dire parce que vous avez vu le mouvement avec Greta Thunberg et tous ces jeunes qui ont manifesté pour le climat. Donc, on a l'impression que oui, une partie importante des jeunes générations se sentent concernés parce qu'ils se disent, nous, on n'a rien fait, on arrive dans ce monde-là et on n'a quasiment plus de clé d'action parce que tout va déjà de travers et en plus, les dirigeants de ce monde ne prennent pas les actions qu'il faudrait prendre aujourd'hui. Donc du coup, il y a des jeunes qui sont en colère d'ailleurs et qui souhaiteraient qu'il y ait des actions fortes qui soient prises. Donc je pense qu'une partie des jeunes sont concernés. Mais si on revient au schéma, le premier, le schéma où finalement il y a mon intérêt et le futur. Donc les jeunes, s'ils se regardent dans le futur, effectivement, ils peuvent se sentir hyper concernés, hyper engagés. Mais si je regarde mon intérêt aujourd'hui, c'est est-ce que je vais avoir un emploi ou est-ce que je crains là aujourd'hui avec la situation, si je retourne dans la peur ou dans la crainte du ici et maintenant, je reste bloquée dans le présent et du coup j'ai beaucoup de mal à me projeter sur ce que sera à l'avenir. Donc je pense que certains jeunes ne le sont pas du tout et il n'y a pas vraiment de statistiques pour savoir. En tout cas, quand on regarde les stats, c'est à peu près 60. Je parle les Français, c'est très différent selon les pays. 70% déclarent très sensibles à l'écologie. Mais ça ne veut rien dire. Et c'est ce que je vous montre juste après. Parce que je suis sensible. Ah bah oui, oui, vous, moi, on est tous sensibles. Sauf que entre sensible et acteur, il y a un gap, mais phénoménal. Et c'est ça que je détaille dans le livre. Pourquoi
Même si on se dit sensible, il y a un gap entre ce que je dis et ce que je fais, entre ce que je pense, ce que je ressens et mes actions. Alors, je vais prendre la suite des questions. Est-ce que les solutions prises de manière locale sur certaines communautés ont plus d'impact dans l'action? Exemple, les conteneurs de déchets facturés au poids. Merci Karine. Effectivement, cette notion, alors si vous ne connaissez pas, c'est de dire, si vous ne triez pas vos déchets, vous payez plus puisque on pèse votre poubelle et tout ce qui n'est pas trié, vous allez payer plus. Donc ça a souvent une action très efficace. Vous avez une chute mais drastique de la quantité de déchets ordinaires jetés. Donc toutes les communes qui l'ont mis en place ont vu qu'il y avait un effet. Évidemment, l'être humain étant ce qu'il est, il y a des effets collatéraux. Les effets collatéraux, c'est je mets ma poubelle dans la poubelle du voisin, hein, parce que comme ça, c'est lui qui paiera. Et donc, du coup, il a fallu mettre des clés sur les poubelles. Donc, vous voyez, et il y a eu pire. Il y a eu dans les communes qui ont installé ça, ça a commencé surtout dans l'Est de la France, un petit clin d'œil à tous ceux qui sont dans l'Est. Malheureusement, le constat était aussi qu'il y avait des déchets sauvages beaucoup plus importants. Comme je vais payer, bah, du coup, l'être humain un peu retors, qui n'a pas de valeur sur l'écologie, jeter sa poubelle dès qu'il pouvait dans le milieu naturel. Donc, ce qui partait d'une bonne intention, et c'est souvent ça le problème, c'est qu'on est dans un système complexe. C'est pas parce qu'on met en place une loi ou quelque chose que ça va avoir un impact positif. Ça, c'était parti d'un bon sentiment, sauf que dans la réalité des faits, c'est plus compliqué que ça à mettre en place, même si ça a un impact positif. Donc, responsabiliser les gens est sûrement une bonne idée, mais comment, pourquoi et comment on remobilise. C'est pour ça qu'il faut de plus en plus d'influenceurs, de gens qui, comme vous et moi, nous croyons que c'est important d'agir et que du coup, on mette en place des choses. Et donc oui, ma réponse est agissons localement, parce qu'on voit bien qu'au niveau global, les décideurs ont du mal à se mettre d'accord, ou pire, il y a une information, il est inverse le lendemain, donc vous voyez bien que les décisions ne sont pas à la hauteur des enjeux. Donc beaucoup pensent que c'est agir local avec les bonnes volontés et les humains qui ont envie de faire des choses qui changera la donne. Il y a une phrase de Margaret Mead que j'aime beaucoup qui dit ne pensez pas que seule une poignée de gens peuvent changer le monde. Bah si, c'est toujours comme ça que ça a eu lieu. Donc une poignée de gens motivés, qui ont un vrai sens, un vrai pourquoi, qui ont envie de faire évoluer les choses, peuvent faire bouger les choses. Donc c'est peut-être là-dessus qu'il faut se baser. Et c'est aussi un des éléments que j'aime aborder. Il faut aussi faire des choix qui nous sont propres. Là, c'est bien mon propos, hein, c'est que le propos, c'est vous faites les choix que vous voulez, faites-les juste en conscience. Pourquoi vous les faites ou pourquoi vous ne les faites pas. Si votre valeur plaisir sur quelque chose est plus importante, je vais prendre le point N. Je parle du point N dans mon livre, le point Nutella. Même les écolos les plus engagés ont osé m'avouer qu'ils continuent à manger du Nutella. J'étais surprise. Enfin, moi, je ne mange pas de Nutella, donc je ne comprenais pas. Donc, j'ai vraiment questionné, creusé. Qu'est-ce qui fait qu'on mange du Nutella? Et bien, le point plaisir, vous voyez, le plaisir à manger ce truc un peu régressif qu'on a connu peut-être petit, il est plus important que la motivation écologique à se dire « Ah ben non, je ne veux pas manger d'huile de palme, je ne veux pas déforester l'Indonésie ». Donc, si la notion de frein à mon plaisir est plus importante ou même équivalente à la motivation, le Nutella gagne. Et voilà. Et donc, même des écolos très, très militants sur tout un tas de sujets, genre qui ne prennent pas l'avion, mais ils mangent du Nutella. Parce que les autres pâtes à tartiner sont moins bonnes, ou je ne sais pas quoi. Je ne vous passe les détails, je ne sais pas. Mais j'ai eu beaucoup d'arguments, ça. J'ai fait une petite page là-dessus, ça m'a fait beaucoup rire. Alors, effectivement, on me signale un livre de Singler sur les nudges. J'en parle aussi, je pense que c'est intéressant de s'intéresser aux nudges, mais le nudge a une approche limitée, donc j'y reviens juste après. Alors, quelle histoire raconter aux gens pour susciter la motivation? Pour moi, on ne raconte pas d'histoire aux gens, mais par contre, susciter la motivation, oui, Mathieu, je suis complètement d'accord. Les stratégies de communication pour motiver, et c'est être influenceur pour moi. Et c'est ce que j'ai envie de donner comme clé dans ce livre, c'est comment être influenceur pour que ça bouge. J'y reviens juste après. Les chiffres, le pourcentage d'impact par type d'action, je ne vais pas rentrer dans les chiffres parce que là, il faudrait quand même que j'ai des graphiques pour être quand même d'équerre, mais ça serait intéressant pour un prochain webinaire. Voilà. Comment encourager la communication écologique sur l'écologie, comme c'est le cas ici? J'ai envie de dire toute forme d'encouragement, toute bonne volonté, bonne à prendre. Là, on est au stade où, malheureusement, les écolos se tirent dans les pattes.
Et ça, pour moi, c'est un vrai drame. C'est-à-dire qu'entre les collapsologues qui ont une vision, entre les colibris qui veulent agir par petites actions, entre ceux qui critiquent les petits pas qui servent à rien parce que c'est un enjeu global, finalement, même les écolos entre eux ne sont pas d'accord sur le comment agir. Et ça, c'est un vrai sujet parce que si on agit, si on critique l'autre type d'action écologique que ferait un autre groupement militant, on perd du temps à tirer sur quelqu'un qui essaie d'avancer dans le bon sens. Sachant que les 3/4, voire 90% de l'humanité n'est pas en train d'agir pour faire bouger les choses sur cette planète, est-ce qu'on a vraiment besoin de se déchirer sur ceux qui ont envie d'agir? Bah, voilà. Alors, le plaisir est un facteur primaire. Oui. Et là, la dopamine, le circuit de la récompense, j'en parle aussi, Philippe, effectivement. On a un vrai sujet là-dessus. C'est que si on est quand même un peu prisonnier de notre circuit et de notre inconscient qui nous fait agir par désir, par pulsion, par plaisir, et tous. Et parfois, du coup, on est loin du cognitif, du cerveau préfrontal qui a une vision globale, planétaire, créative, ouverte et intelligente, parce qu'on est aussi des êtres primaires, hein, autant en être conscient. Et donc, par rapport à ça, c'est justement se prendre une petite phase de recul. Est-ce que ce que je fais est en cohérence? Est-ce que... J'ai aussi cette question qui m'a beaucoup travaillé. Est-ce que cette société de consommation, où on comble un vide de sens par de l'achat, par de la compulsion, c'est pas ça le problème? Est-ce que finalement, si on remettait de l'être plutôt que de l'avoir, ça serait pas une clé, une solution pour faire une transition sur cette planète? Donc du coup, le titre du livre, c'est aussi réussir sa transition écologique. Où vous en êtes, vous, avec vos choix, avec vos envies, avec vos valeurs, avec votre cohérence interne. Alors, parlez-vous de rendre performants ces enjeux, ces actions? Alors, je ne parle pas forcément de performance. Je parle plutôt de cohérence, parce que pour moi, derrière performance, il y a objectif, chiffres, voilà. Mais oui, c'est un sujet. Alors, Emma, le changement et le monde sont globaux, oui. La survie est locale. Effectivement, on parle beaucoup de pensée locale, ou agir local et pensée globale, pardon. Et le territoire est vraiment une clé de solution. Et je pense que c'est ça aussi, reprendre les choix de vie, c'est agir en fonction de ce qui est bon pour moi et ce qui est bon pour la communauté ou ce qui m'entoure. Et puis du coup, je vous présente la suite, qui est en fait comment est structuré le livre et qu'est-ce que vous allez pouvoir y trouver pour ceux qui ne l'ont pas encore lu ou qui ont envie d'en savoir plus. Et si vous avez envie d'un autre webinaire, on regardera si on en fait d'autres. Donc là, vous voyez, je vous ai plutôt parlé des premiers chapitres. Donc en fait, mon livre est organisé en chapitres et tête, cœur, corps. Parce que c'est ce que j'ai essayé de vous passer comme message. Il y a ce qu'on dit avec la tête, je suis sensible à l'écologie, et il y a ce qu'on ressent, j'aime le Nutella, et il y a ce qu'on fait. Je l'achète ou je ne l'achète pas, ce Nutella. Donc, la tête, c'est le premier chapitre, c'est comment ne pas percevoir. Je vous ai montré les premiers graphiques, les verres d'eau à moitié vide, à moitié plein. Mais certains ne veulent pas percevoir les problèmes. Et il y a tout un tas de bonnes raisons de ne pas comprendre quand on a des enjeux contradictoires. Et c'est là où j'ai fait tout un chapitre sur les biais cognitifs. Qu'est-ce qui fait que l'humain, il fourche dans ses décisions ou dans ses raccourcis cérébraux? Et je vous ai montré la courbe de non-changement écologique. Qu'est-ce qui fait qu'émotionnellement, ça peut me mettre en colère les écolos, ou à l'inverse, ça peut mettre en colère ceux qui n'agissent pas pour la planète. Donc c'est ce qu'on peut constater aussi dans certains mouvements qui sont, je pense à Extinction Rebellion, qui sont aussi très en colère de l'inaction et donc qui ont une action du coup plus virulente, plus contestataire. Donc ensuite, je parle des bonnes raisons pour ne pas agir. Je vous en ai donné quelques-uns, mais je détaille sur le transport, l'alimentation, les achats, la nourriture et tout ça, et les freins et les motivations. Là, je vous ai donné juste quelques exemples. Les derniers chapitres sont, OK, maintenant qu'on a compris que ça déconnait entre la tête, le cœur et le corps, comment on remet de la cohérence entre tout ça?
Alors, si vous voulez influencer, donc c'est vraiment les chapitres suivants, comment être stratégiquement influenceur écologique? Eh bien, déjà, agir sur les pensées. Les clés pour influencer les intentions d'agir. Alors, attention, intention d'agir, c'est oui, je pense que je vais agir pour l'écologie. Ça ne donne rien en termes de résultats. Vous parliez de performance tout à l'heure. Clairement, les intentions d'agir sont à distinguer de l'action. D'où agir sur le cœur, les émotions, les ressentis. Pour passer à l'action, plus de liens, moins de biens, je crois qu'il s'intitule comme ça ce chapitre, et comment les émotions peuvent remettre en mouvement, comment me reconnecter à mon bien-être, à mon écologie personnelle, avoir conscience de qui je suis, de qui j'ai envie d'être au monde. C'est peut-être ça qui fait que les gens agissent plus finalement. Ceux qui qui ont déclaré, en tout cas dans le sondage que j'ai fait, agir le plus, c'est des gens qui ont qui sont très connectés à leurs valeurs et qui sont aussi dans le bien-être pour moi, pour mon écologie personnelle et pour ce qui m'entoure, pour ce que je mange aussi. Donc du coup, par rapport aux questions qui ont été posées, je trouve que les émotions, c'est remettre des humains qui font des choses ensemble. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ah ben moi, finalement, je suis passée à faire ma lessive moi-même ou mes produits ménagers moi-même parce qu'une copine me l'a montré. Et c'est ça le lien. C'est que si on voit quelqu'un qui fait quelque chose, finalement c'est assez facile, le fringue, je m'imaginais, oh là là, c'est horrible de faire ça, il tombe parce que la personne me le montre concrètement. Et la, la modification par l'exemple, et souvent c'est pas un truc descendant, c'est quelqu'un de mon entourage, de mon voisinage qui me montre que trier les déchets, c'est pas si compliqué. Hein. Et du coup, je m'y mets. Il y a beaucoup de gens qui déclarent ça, en fait. Ils ont changé au contact d'autres êtres humains. Donc, j'ai envie de dire, soyons plus nombreux à échanger sur les bonnes pratiques écologiques qu'on fait, parce que c'est ça aussi qui influence finalement le plus des passages à l'action différente. Et après, donc là, c'est les clés transformationnelles pour les comportements. C'est toutes les questions sur les nudges que vous m'avez posées tout à l'heure. Alors attention, le nudge, c'est une clé pour transformer le comportement, mais qui ne transforme pas la pensée. Et je pense que c'est peut-être ça qu'il faut retenir. Le nudge, je vais vous donner un exemple concret pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Le nudge, c'est faire quelque chose à la place des gens pour qu'ils prennent la bonne décision. Donc, un nudge typique, c'est, vous n'allez plus regarder votre robinet d'eau de la même manière, attention. Un nudge, c'est l'exemple du robinet. Donc, si vous ouvrez votre robinet, la plupart des gens ne réfléchissent pas. Ils ouvrent le robinet tout droit, comme ça, quand ils veulent se laver les mains. Donc, si en ouvrant tout droit, c'est calibré pour qu'il y ait moitié d'eau chaude et moitié d'eau froide, vous consommez de l'eau chaude pour vous laver les mains. Le nudge, c'est de se dire, bon, si la personne veut vraiment de l'eau chaude, il va falloir qu'elle tourne à 90 degrés le, le, le robinet, de manière à ce qu'elle ait son eau chaude. Et si elle fait instinctivement, par habitude, sans réfléchir comme tout le monde, elle aura que de l'eau froide pour se laver les mains. Ça peut suffire. Ça a l'air de rien, mais ça économise de l'énergie gratuitement, facile. Et ça, c'est un nudge, c'est-à-dire, je ne vous fais pas agir pour l'écologie, j'agis pour vous, en ayant conçu le robinet, la fonction dont il fonctionne, pour que j'économise de l'énergie facilement. Donc ça, c'est un nudge. Ça a des intérêts parce que ça a des efficacités. Vous parliez de performance, vous me posiez la question sur la performance. Ça a une efficacité immédiate, puisqu'on consomme moins. Par contre, il n'y a aucune prise de conscience. Vous voyez que là, on est dans le corps. On est dans le je consomme moins parce que je consomme moins. Mais du coup, ce n'est pas connecté à la tête. Donc, le vrai sujet, c'est comment je combine tout ça. Les émotions, ce que je pense et ce que je fais. Mais j'ai envie de dire, on est au stade où tout est bon à prendre. Si on a des nudges qui facilitent l'action écologique, on y va. Si on arrive à créer des réseaux d'humains qui ont des émotions positives pour agir ensemble, on y va. Si on influence avec ce que j'ai fait pendant 15 ans, hein, des conférences très pédagogiques pour bien expliquer pourquoi il faut agir, on y va aussi. Je me suis juste aperçue que ce n'était pas suffisant, que d'expliquer rationnellement avec des chiffres, des courbes, le climat et tout le reste, ça ne suffit pas à changer, à transformer la société. Donc, si on veut vraiment transformer les choses, il faut arriver à connecter les pensées, les motivations émotionnelles et les actions. C'était ça, ma phrase de conclusion. Je vous ai mis mes coordonnées pour, a priori vous les avez puisque vous êtes là, mais du coup je vais regarder s'il y a des nouvelles questions pour terminer cette heure qui est passée bien vite ma foi. Comme les enfants, on apprend par mimétisme.
Et oui, effectivement, on est peut-être des grands enfants. Une bonne remarque. En fait, en tout cas, dans ceux qui sont les plus motivés et qui ont agi, je me suis aperçue que beaucoup de gens déclaraient que leur passage à l'action, c'était parfois à la rencontre d'un nouveau compagnon qui les incite à agir plus sur l'écologie. Ou d'une amie qui leur montre comment être plus écolo en limitant les déchets, par exemple sur le zéro déchet. Ceux qui sont passés au zéro déchet, souvent, ils ont eu des exemples dans leur entourage qui ont montré comment aller acheter en vrac ou des choses comme ça. Donc oui, le mimétisme est bon à prendre, donc soyons nous-mêmes des petits colibris et ça, si ça peut générer d'autres actions autour de nous, tant mieux. C'est en faisant qu'on apprend. Oui, merci Bruno, je suis complètement d'accord. Et puis, ça va dans l'esprit optimiste d'expérimentation. On fait des petites actions, on regarde ce qui se passe, est-ce que ça me va ou est-ce que, finalement je fais ça, mais ça me contraint un peu trop et je reviens en arrière, j'ai le droit aussi, quoi. Voilà, il y en a plein qui ont essayé des choses et puis qui ajustent au fur et à mesure. Comment tu envisages l'impact du coaching puisque tu es coach, oui, merci, dans la transition écologique? Ah ben alors ça, excellente question Rachel. Et j'en parle, vous allez rire, mais je viens d'enregistrer un podcast. Je fais mes premières en ce moment, mon premier webinaire, un premier podcast. Je le diffuserai sur LinkedIn autour de comment le coach, comment c'est le meilleur métier du monde, comment on peut impacter réellement la société, puisqu'on est on est à un carrefour en fait. Il y a beaucoup de bouleversements. Je ne parle pas que de la crise sanitaire actuelle, mais il va y avoir de plus en plus de bouleversements mondiaux. Et comment nous, qui sommes les accompagnants des transitions, en ayant conscience de cette fameuse courbe et toutes les incidences émotionnelles et tout ça, comment on peut faciliter ces transitions? Comment on peut être soutien des évolutions qui vont dans le bon sens? Donc oui, je pense que c'est un métier d'avenir, accompagner les transitions, accompagner les chocs, accompagner la résilience. Ça me paraît clair et évident que c'est là où on doit aller. Moi, j'ai une question. Oui, Charlotte. Dans les catégories des personnes par rapport à leur sensibilité sur la transition écologique, j'ai été étonnée qu'il n'y avait pas plus de différence en termes de catégories chez justement les gens qui s'intéressent vivement à l'écologie, voire qui agissent dans l'écologie. Du coup, on a parlé des petits colibris et puis des collapsologues, mais il n'y avait pas d'entre. Oui. Ah oui, non, mais c'est une excellente remarque. Oui, effectivement. Là, comment dire, c'est un webinaire d'1 heure, donc j'ai fait un raccourci. J'ai voulu être pédagogique, mais vous avez complètement raison. Il y a effectivement, j'ai quand même cité tout à l'heure Extinction Rebellion. Enfin, pour moi, il y a dans Action écologique, il y a 4000 manières de le faire. Il y a des gens qui sont plus dans l'humanitaire, il y a des gens qui sont plus dans l'action écologique, il y a vraiment une variété incroyable. Et je pense que le problème, c'est que dans cette variété, ces gens ne se parlent pas. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de dichotomie, chacun prend le sujet par un prisme, et du coup, il n'y a pas de coordination, je vais le dire comme ça, il n'y a pas d'intégration entre ces mouvements. Et il nous faudra peut-être plus d'intégrateurs pour justement coordonner et fédérer ces gens qui finalement vont dans le même sens. Mais ils ne voient pas qu'ils ont le même cap. Mais ils ont des actions quotidiennes qui sont dans un angle ou dans un autre. Mais si on regarde globalement les choses, le cap est le même. C'est faire transitionner tout le monde. Enfin, tout le monde, en tout cas, une partie de la population. Ça répond à votre question, Charlotte? Merci. Quelqu'un d'autre? Oui, Philippe, je crois que vous voulez parler. Ouais, oui, juste par rapport, quand tu parles, je peux te tutoyer, enfin, Oui, bien sûr. voilà. Quand on parle écolo actifs, c'est justement les petits colibris, c'est ceux dont on parlait juste avant, en disant il y a plein d'actions possibles, diverses et variées. Ouais. Et aujourd'hui, ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas de vision, on va dire, globale de toutes ces petites actions pour finalement les rendre plus performantes ou se sentir moins seuls, finalement. Ouais, j'aime beaucoup cette idée de se sentir moins seul parce que effectivement, j'ai écrit ce livre aussi parce que j'ai eu l'impression de prêcher dans le désert pendant 15 ans. C'est-à-dire que j'ai fait des confs devant 200 personnes et des fois je ressortais un peu seule le soir en me disant est-ce que ça a eu un impact? Est-ce qu'il y a un vrai intérêt à ce que je fasse ce genre de truc? Et c'est comme ça que je suis devenue coach, parce que je me suis dit, comme je ne comprends pas, parce que j'ai amélioré ma pédagogie pour que tout soit clair, que les gens aient vraiment bien compris l'enjeu. Alors pourquoi ils n'agissent pas? Parce que je parlais aussi à des collectivités qui ont des choix politiques d'aménagement, quoi, ou à des décideurs, vraiment. Je me suis dit,
mais pourquoi ils ont choisi la solution la pire là? Qu'est-ce que j'ai pas expliqué clairement? Mais en fait, c'est pas dans la clarté des propos. Et donc, du coup, clairement, il faut regarder comment remettre du lien dans tout ça et comment fédérer finalement. Arriver à ce qu'il y ait un collectif, enfin qu'il y ait une action collective de personnes individuelles de Ouais. 1 à 2 personnes, voire plus. Et oui, et je pense qu'en fait, finalement, on est assez isolés, même si on a des valeurs, vous et moi, on n'a peut-être pas exactement les mêmes. Donc, ce qui fait que se rencontrer dans l'action, c'est pas si simple. Puisque Non. peut-être que toi, Philippe, tu agis à ton niveau, et moi, j'agis, mais j'agis pas de la même manière. Et du coup, on voit pas comment co-créer quelque chose qui irait dans le même sens. Donc, je pense que parmi les sujets de demain, ou d'aujourd'hui, de maintenant, c'est créer quelque chose autour de ça. Merci de ta question. Quelqu'un d'autre? Tu m'entends, Olivier? Oui, Olivier, vas-y. Est-ce que tu m'entends? Donc, Oui, je t'entends bien. ce que tu viens de dire, il y a une phrase que j'emploie souvent dans ma vie d'avant de sportif. J'ai jamais gagné au handball tout seul. Et je pense que l'écologie, c'est un sport collectif. Et comme vient de le dire, j'ai oublié le prénom de celui qui vient juste de parler, c'est qu'on se sent effectivement souvent seul. Et est-ce que toi, tu as cette capacité à créer du lien, des équipes, des gens pour s'associer, ou est-ce que tu es demandeur de ce genre de pistes? Non, mais Même mettre en relation, donc j'ai des idées déjà de connexion. connectons. Clairement, mais je pense que je suis devenue coach aussi pour comprendre cette dimension. Je voyais bien que ça faisait 10 ans, 15 ans que je criais dans le désert avec attention, les enjeux écologiques, c'est important, voici pourquoi, voici les courbes du GIEC. Et ça ne suffisait pas. Donc, je me suis formée au coaching pour justement comprendre les liens, refaire de l'intelligence collective. Donc, oui, je pense qu'on a intérêt aujourd'hui. Je ne sais pas comment. C'est ça, là, je suis aussi dans les prémices Enfin, je viens de sortir le livre avec cette idée de les gens qui ont envie de se connecter, connectons. Donc, je te propose, Olivier, qu'effectivement, si tu as des idées de connexion, on en reparle. Je te fais ça. Avec plaisir. De toute façon, tu as mes coordonnées. Et Charlotte aussi, bienvenue. Et pour moi, c'est plus on sera ensemble, plus on pourra avoir les idées qui s'articulent pour fédérer et amener d'autres. Je le vois actuellement sur LinkedIn, je fais beaucoup de posts actuellement. Et ce qui est vraiment riche, c'est que les gens réagissent, me proposent d'autres choses, qui me donnent d'autres idées pour en créer d'autres. Et je crois à ce rebond. Et si au moins faut au départ partager les valeurs communes, se dire oui, on doit faire de la transition. Et après, sur le comment, si on est bienveillant et à l'écoute les uns des autres, on trouvera des manières de faire. Donc à bientôt, Olivier. Quelqu'un d'autre? Oui. Étienne, oui. Bonjour Étienne. Moi, comme Olivier, j'ai des idées, mais je ne sais pas si elles sont bonnes ou pas bonnes. Toutes les idées sont bonnes. C'est un principe d'optimiste. Toutes les idées sont bonnes. Non, mais on peut tomber dans la même chose que ce que tu racontais avec les poubelles au poids, parce que j'avais cette même question de oui, c'est facile, si on ne pèse pas mes déchets, je ne les payerai pas, donc je vais jeter dans la nature. Et on peut avoir des impacts négatifs à côté de la solution à laquelle on va répondre. Donc, c'est là où la confrontation d'idées vers un réseau, un lien, des personnes peut aider à améliorer les idées et à éliminer les mauvaises idées. Alors, c'est une excellente remarque, Étienne. C'est vrai que j'en ai pas parlé, donc je te remercie de me laisser cette possibilité-là. En fait, quand on lance une idée, on ne sait jamais si elle sera bonne ou pas. Le tout, c'est d'expérimenter. C'est bien pour ça que j'ai parlé d'expérimentation. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans les défaitistes parce que justement, ils se disent « Oh là là, l'idée, elle n'est pas suffisante, elle n'est pas bonne, elle n'est pas à la hauteur de l'enjeu, elle n'est pas ci, elle n'est pas là, ou si on le fait qu'à l'échelle de la France, ça ne marchera pas. » Donc aujourd'hui, malheureusement, il y a tellement de manières d'être défaitiste en se disant « Mon idée n'est peut-être pas suffisante, ou elle n'est peut-être pas à la hauteur », que non, j'ai envie de dire, on est au stade où, vraiment, je le pense sincèrement, on est au stade où, vu les enjeux planétaires, là, essayons tout. On n'est plus à ça près. Et vu l'enjeu, vraiment, moi, je pense qu'il faut trouver moyen de se relier, d'agir ensemble et de trouver des choses qui soient pertinentes aux échelles qui sont les nôtres, c'est-à-dire avec les
les leviers, les manettes qu'on a les uns les autres et ils ne sont pas toutes les mêmes. Moi, je suis coach, vous avez certainement d'autres professions ou d'autres compétences et toutes les compétences sont les bienvenues pour agir. Merci. Étienne. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de poser une ou deux dernières questions? Jean-Lionel? Oui, présent. La question que je me pose, elle est par rapport à une évolution sociétale importante. C'est-à-dire que l'idéal serait de placer l'écologie parmi les valeurs ou les désirs qu'on a de réorganiser le monde. Organiser le monde autour de l'écologie, puisque l'enjeu est planétaire et global. Et là, on se trouve vis-à-vis d'un monde organisé de manière différente. Le monde du marché s'est organisé autour de l'argent et il a plutôt très bien réussi et il a une inertie fantastique. C'est-à-dire que c'est ce monde-là que l'écologie combat, ou c'est ce monde-là qui refuse l'écologie. Il y a eu contre le monde de l'argent les essais socialistes ou communistes, mais là, on a bien vu que ce changement de monde et de priorité s'est fait dans la violence. C'est-à-dire qu'à un moment, on a guillotiné le roi parce qu'on a voulu faire la République, ou on a foutu en l'air la monarchie russe parce qu'on a voulu installer une forme de socialisme. Et je me demande si une évolution sans rupture est possible. Voilà. Alors, ça, c'est une vaste débat et je n'ai pas la réponse à ça. Mais effectivement, les collapsologues sont en train de dire ça. Et c'est très critiqué, mais en même temps, et je pense qu'il y a peut-être un fond de collapsologie dans ce que tu évoques, et je partage d'ailleurs, c'est que à force de ne pas agir, à force de regarder le mur arriver et se dire oui, bon, on a encore le temps, on va faire plus tard, on va se le prendre dans le nez. Et là, on ne sera plus dans de l'adaptation, voilà, on sera que dans la résilience au choc. On aura pris le choc en pleine face. Donc, du coup, c'est comment on peut anticiper, comment aujourd'hui on peut se dire de toute façon, il va y avoir des crises économiques et sociales liées au prix du pétrole, liées à la mondialisation, liées à la diminution de certaines ressources rares aussi, j'en ai pas parlé encore, mais donc clairement, tout ce qu'on peut anticiper aujourd'hui ou tout ce qu'on peut faire aujourd'hui est utile. Et beaucoup disent que malheureusement, ce sera le choc, mais certains croient encore au fait qu'on peut préparer aujourd'hui la résilience pour demain. Et je pense qu'on a encore ces clés-là. En tout cas, prenons-les, parce que sinon, on est tous défaitistes et on mange du Nutella au fond de son canapé. Alors, je le vois même pas sous forme de choc. Je le vois, pour moi, la difficulté aujourd'hui, c'est que notre société, globalement, a maintenu son équilibre de république autour d'une forme de démocratie. Et je sens un désengagement progressif de la démocratie parce que, justement, la République ne règle pas tous ces problèmes. Et je crois beaucoup plus à un recul. Alors, les Gilets jaunes, c'est un peu ça déjà. Voilà, le Gilet jaune, c'est un peu ce refus de... Et c'est qu'un début. Et voilà, la République ne peut pas tenir si les gens n'y croient pas. Et justement, le fait qu'on ne règle pas le problème écolo, ça participe à ce déséquilibre. Ouais. Et moi, c'est ce que j'appelle la théorie du c'est pas nous. Le problème, c'est que, bon, moi, je travaille sur ces sujets depuis 2000 et ça fait 20 ans que je vois le c'est pas nous. Ah oui, mais c'est pas nous les politiques parce que les citoyens ne sont pas prêts, on ne peut pas mettre les mesures en place parce qu'ils ne supporteraient pas. Ah, mais c'est pas nous les industriels parce que nous, on fait les produits que les clients achètent, donc c'est pas nous. Hein, voilà. Ah, puis c'est pas nous la France parce que c'est la Chine qui fait les produits polluants, hein, c'est pas nous. Et donc en fait, ça fait même plus de 20 ans, quoi. Ça fait 40 ans qu'il y a un gros c'est pas nous général et tout le monde fait l'autruche, tout le monde est dans le déni en disant oui, on le fera plus tard, oui, on interdira les pailles en plastique en 2040, c'est ça? Je me souviens plus la date exacte pour la loi, mais là, tu as de quoi hurler de rire, tu fais ouais, encore un c'est pas nous. Donc du coup, je pense qu'aujourd'hui, on est au stade où compter sur les politiques, compter sur l'émergence d'une solution technologique. Donc, si on comptait sur nous et on commençait par être le changement qu'on veut voir dans ce monde, moi, je crois à ça. Et je pense que c'est peut-être par là qu'il faut commencer. Et en tout cas, j'essaie de donner dans ce livre les clés. Je vois que j'ai eu plusieurs commentaires. D'accord, j'essaierai de faire un deuxième webinaire sur la suite pour être influenceur, parce que j'ai des questions là-dessus. Merci pour vos commentaires positifs et sympathiques. Et je suis d'accord sur faire du « et » pas du « ou ».
Donc, comme le disait Étienne, essayons. Et si on essayait ça? Et on en discute avant, parce qu'effectivement, l'intelligence collective fait que la solution pourrait être évidemment ajustée ou meilleure. Mais faisons du « et ». Et voilà ce que je vous propose pour la suite. Et restons en lien. Faisons du « et » parce qu'il y a éminemment plein de sujets. Je vois qu'il y a des coachs aussi dans l'assistance. Donc, je pense que tous ceux qui sont dans l'accompagnement et la transition des changements, Marilyn, merci. Du coup, effectivement, on a accompagné positivement à remettre du sens et de l'envie d'être différent à ce monde. Je vous remercie beaucoup d'être venu, pour vos remarques, vos questions. Beaucoup pour ton intervention, Nathalie. Eh bien, merci. Vous pouvez réactiver vos micros si vous voulez. Je serais ravie de rediscuter avec vous pour une prochaine, du coup. Merci, Pour Marie. une deuxième, donc. Ben oui. Pas une seconde. Ben, ça sera différent, hein, fatalement, puisque de toute façon, je dis le premier truc qui me passe par la tête, et puis ça dépend des questions. Mais j'ai encore quelques graphiques et je continue aussi à publier là-dessus. Et si vous avez des bonnes idées, des choses aussi, je pense que quel que soit ce que vous faites avec votre entourage et dans votre profession, on a tous des clés pour être influenceurs dans le monde de demain. Donc, je vous souhaite d'utiliser ces clés et de les partager et de soutenir aussi, parce que j'ai fait ce livre aussi pour soutenir tous les gens qui, comme moi, essaient depuis 20 ans de faire des trucs, puis qui se disent « Non, mais là, quoi que je fasse, ça avance pas ». Donc, soutenons-nous, renforçons-nous, envoyons-nous des élans positifs. Exactement. Et c'est ce que je vous souhaite pour cette belle après-midi. Du fond du cœur, merci. Ça m'a fait plaisir de pouvoir échanger avec vous sur le livre. Merci Nathalie. Merci. Allez, bon après-midi. À bientôt. À bientôt. Merci.